expérience. Les épidémies, elles surviennent souvent en hiver, et on sait très bien que les virus grippaux, dont fait partie le coronavirus, sont des virus qui mutent et qui s'essoufflent avec le temps. Et donc, si on a une deuxième vague, ce ne sera pas une deuxième vague, ce sera une autre infection par un autre virus. Maintenant, ce que tout le monde aimerait savoir, c'est si vous laissez le virus infecter fortement un endroit, combien de gens vont mourir? J'imagine qu'on a été très chanceux. Car sur le bateau de croisière Diamond Princess, qui a commencé à être très infecté autour peut-être de la 3e semaine de février, on a commencé à avoir des chiffres, et ces chiffres étaient très intéressants. Le bateau avait 3700 passagers. Un bateau, c'est très dense. La densité, avec la taille d'un bateau et le nombre de personnes qui y étaient, c'est 1/4 million de personnes par kilomètre carré. C'est 40 fois plus dense que Hong Kong. Et Hong Kong, c'est un endroit très dangereux. Donc c'est vraiment très dense. Et sur ce bateau, environ 20% des gens étaient infectés. 700 personnes infectées. Et sur ces 700 personnes, 7 sont mortes. Si vous faites les mêmes calculs pour la Grande-Bretagne, vous obtenez 55 000 personnes, et si vous le faites pour les États-Unis, vous avez 220 000 personnes. J'ai essayé de dire ça à Neil Ferguson, mais il n'a jamais répondu à mes emails. Mais j'avais raison, et il avait tort. Je suis beaucoup plus effrayé par mon gouvernement que je ne le suis par le virus. 10 fois plus. Et je ne me suis jamais senti comme ça avant. Il faut que nous comprenions tous que nous sommes partis avec une vision de moyen et de long terme avec ce virus. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement septembre 2020 qui est en jeu, c'est l'ensemble de l'hiver en jeu. C'est l'ensemble de l'hiver 2020, c'est le printemps 2021. Ça va durer? Ça va durer, ça va durer. Je me demande sur quoi il se base pour pouvoir énoncer avec certitude une affirmation pareille, ça ne correspond à rien de connu. C'est une affirmation qui n'a absolument rien de scientifique. Toutes les épidémies qu'on connaît ont cette fameuse courbe en cloche, ça monte très vite, ça culmine, ça redescend et ça s'éteint. Ici, on a commencé à nous parler de l'hypothèse d'une deuxième vague, ça serait un scoop, ça serait une nouveauté absolue en termes d'épidémie mondiale. Alors sauf à ce qu'il soit extrêmement clairvoyant par rapport à un phénomène totalement extraordinaire qui contredirait par hypothèse toute l'épidémiologie infectieuse, c'est effectivement très difficile de comprendre de quel point de vue il parle ou quelle réalité il décrit, hors bien sûr d'autres intentions qu'il pourrait éventuellement avoir. Examinons donc les chiffres. Au hit parade des épidémies les plus dangereuses depuis la Seconde Guerre mondiale, la Covid-19 arrive loin, derrière la variole, la rougeole, le VIH ou la grippe espagnole. La dernière à avoir fait paniquer nos élites remonte à 2009 avec le H1N1. Les sénateurs menaient l'enquête sur la façon dont cette épidémie avait été gérée à l'époque. Ce qui aboutit à un rapport de 163 pages. Et apparemment, rien n'a changé. Dans le rapport, les sénateurs montrent quasiment les mêmes mauvais chiffres de la peur brandis par l'OMS et relayés par tous les gouvernements du monde. On y parle de dramatisation, page 53. Une nouvelle pandémie est peut-être imminente. Tous les pays seront touchés, la maladie sera généralisée, les fournitures médicales seront insuffisantes. Et le lien entre la peur de la population et les vaccins est aussi abordé. Mais la peur, une fois partagée, nécessite quelques petits arrangements avec la réalité. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. J'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Lorsqu'on n'est pas infecté par le virus, lorsqu'un médecin ne vous recommande pas de porter un masque, il ne faut pas en porter. Non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. La meilleure des protections, ce sont les gestes barrières. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence, est mobilisé depuis le premier jour et nous continuons d'avancer. Nous encourageons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandé en tout cas à ce stade, pour la population générale. L'État, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les plus exposées, et pour certaines situations comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Le port du masque sera rendu obligatoire dans tous les transports. J'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement, et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. On cherche les bons qualificatifs, c'est grave. C'est grave. On croirait à un numéro de Grand Guignol, parce que ce qui est drôle, c'est que c'est les mêmes intervenants qui disent tout et son contraire à quelques semaines d'intervalle.